Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui, à première vue, pourrait sembler différent de ceux que l'on explore habituellement dans Histoire de femmes. Parce qu'au fond, ce podcast n'a jamais parlé uniquement de beauté, d'âge ou d'image. Il parle de ce moment où le corps change et où on essaye malgré tout de continuer à se reconnaître. Quand Kyomet Pharma a lancé la plateforme belge gratuite Arthrose Active et m'a proposé d'ouvrir cette conversation, j'ai eu envie d'accepter. Parce que derrière l'arthrose, je n'ai pas vu seulement une articulation. J'ai vu des femmes qui parfois bougent moins, qui doutent, qui ont peur de déranger et qui entendent « c'est normal, c'est l'âge ». Et j'ai eu envie qu'on regarde ce sujet autrement. Pas comme une fin, pas comme une fatalité, mais comme une invitation à mieux comprendre son corps. Il faut continuer à l'habiter pleinement. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 2 regards complémentaires. Céline Maty, qui est psychologue clinicienne et qui va nous aider à comprendre ce qui se passe quand ce n'est plus seulement l'articulation qui parle, mais parfois toute la personne. Et Jocelyne, qui a accepté de nous partager son histoire, son vécu et peut-être aussi ce que son corps lui a appris sur elle-même. Alors, bienvenue à toutes les 2. Histoire de femmes avec Ivana Creaco. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être là dans mon beau studio ici chez Streambox, derrière ce micro, pour parler ensemble de quelque chose de très très important, l'arthrose. Céline, je m'adresse directement à toi. L'arthrose, c'est quoi ? Alors, l'arthrose, c'est une maladie articulaire parmi les plus fréquentes dans le monde, qui est souvent malheureusement réduite à une usure du cartilage, mais qui est en réalité effectivement bien plus que ça et qui concerne toute l'articulation. Alors pourquoi est-ce qu'on dit toujours que c'est une maladie des vieux ? Souvent parce que les personnes un peu plus âgées, à partir de 60-65 ans, sont un peu plus touchées par l'arthrose, mais l'arthrose concerne aussi les jeunes et peut déjà être diagnostiquée à moins de 40 ans ou aux alentours de 40 ans. Ah oui, ça, il y a peu de gens qui le savent, que Oui. c'est autour de... Bon, ça peut arriver. Alors, quels sont les facteurs, en fait, qui peuvent provoquer cette arthrose et principalement aussi quand on est beaucoup plus jeune ? Chez les plus jeunes, il y a par exemple une blessure sportive qui n'aurait pas été bien traitée ou pas bien soignée. Parfois, il y a un facteur héréditaire quand même qui peut aussi toucher les personnes plus jeunes, mais ou une blessure plutôt, je dirais, mal soignée. Et il y a d'autres facteurs qui sont impactants, non ? Comme je pense aujourd'hui au surpoids, qui quand même, dans notre société actuelle, il y en a beaucoup, des gens qui sont en surpoids. C'est vrai que le surpoids a un rôle quand même important et malgré tout, il y a quand même des personnes qui souffrent d'arthrose des mains et on ne marche pas sur les mains quand on a du surpoids. Donc, il faudrait faire attention un petit peu au lien. Mais c'est vrai que le surpoids, c'est un grand problème aussi aujourd'hui et que ça peut être un facteur aggravant de l'arthrose. Donc, on peut peut-être même penser qu'il y aurait une cause avec l'alimentation aussi. Alors, l'alimentation joue un rôle essentiel aussi, effectivement, dans le traitement de l'arthrose. On conseille souvent d'ailleurs un régime méditerranéen pour pouvoir diminuer un peu les symptômes liés à l'arthrose, d'éviter les aliments trop surtransformés, trop gras, évidemment. Donc oui, l'alimentation peut avoir un rôle dans l'arthrose aussi. Et puis, on est dans un podcast où on parle de femmes. Donc, je l'ai dit dans mon introduction, mais c'est une maladie qui touche quand même beaucoup plus les femmes que les hommes. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, les femmes sont effectivement plus touchées, a priori, que les hommes, et surtout par rapport à l'arthrose des mains et l'arthrose des genoux. Oui. Et puis, il y a quand même, chez la femme, la période de la ménopause, qui est une période un peu critique et qui peut être un peu révélatrice d'arthrose, par exemple, chez la femme. On en avait parlé avec mon invitée précédente, le docteur Carole Gilson, et on parlait justement de cette grande problématique qui, pour beaucoup de femmes, est vraiment une inconnue. On n'est pas très, très au courant de tout ça. En général, on parle de ménopause et ça s'arrête là. Mais l'arthrose est vraiment un des exemples flagrants des problématiques complémentaires à cette préménopause et cette ménopause. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais quand même les pouces qui étaient assez douloureux par moments. Et donc, je me dis, il n'y a pas de diagnostic d'arthrose, mais peut-être que c'est elle qui arrive. Et tu as pu lier ça à un geste que tu refais de manière fréquente, peut-être ? Ouvrir les bouteilles, bêtement au quotidien aussi, ou vider une marmite d'eau dans l'évier. Donc, il y a quelques gestes comme ça qui sont devenus soudainement un peu plus douloureux qu'avant. Ok. Déjà, merci pour tout ça. Et puis, je vais m'adresser à Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Toi, tu es là pour nous parler de vraiment ton cas personnel. Et ma première question, c'est comment est-ce que tu t'es rendu compte et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais cette problématique d'arthrose ? Eh bien, mon histoire, elle est toute simple.
J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, voilà, je suis très, 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 très souple. Et ma souplesse m'a amenée à devoir consulter des orthopédistes parce que des éléments de mon corps se déboîtaient de manière trop fréquente, notamment la rotule. Et donc, à l'âge de 20 ans, on a entrepris de stabiliser la rotule en faisant une intervention chirurgicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez technique. Et ce qui fait que très rapidement, l'arthrose s'était installée, étant donné qu'on avait modifié ce mouvement au niveau de la rotule. Et aujourd'hui, je souffre d'arthrose grade 3 au niveau de cette rotule. Et on essaye de trouver des solutions, effectivement. Et il y en a. Comment tu as réagi quand tu as appris ce diagnostic, en fait? Qu'est-ce que ça a évoqué chez toi au niveau émotionnel? Le diagnostic d'arthrose, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Parce que dans la famille, il y a énormément de personnes qui sont atteintes. Et donc, je m'y attendais, j'étais préparée. Et puis, l'intervention a fait que ça a été un peu plus tôt qu'une personne différente. Mais je m'y attendais, je savais que ça allait arriver. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Est-ce que c'était l'acceptation de ce diagnostic? Et là, je pense qu'on va se retourner aussi vers Céline. Mais est-ce que c'est ça qui était compliqué pour toi? Ce diagnostic qui a été posé ou qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment je vais arriver à vivre avec ça? Tout à fait. C'était quoi la difficulté le quotidien avec un genou douloureux, c'est très compliqué. Les marches, monter, descendre, le travail d'infirmière, puisque je suis infirmière, oui. C'était assez compliqué de devoir se mettre dans des positions complexes pour pouvoir manutentionner les patients. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai refusé de me mettre à genoux, si je puis dire, parce que j'en étais pas capable. Ah oui. Trop douloureux, trop compliqué. Oui, me mettre à genoux, mais se relever, c'est encore autre chose aussi. Donc, ça m'a vraiment impacté énormément au niveau de ma vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des phrases que toi, tu as entendues qui te révoltaient un petit peu? Mais tout à fait. Ah oui, dis-nous plus. Oh, tu exagères, t'as quand même pas mal, aussi mal que ça. C'est pas possible à ton âge, parce que les douleurs étaient présentes, bien sûr, beaucoup plus tôt que la plupart des autres personnes. Et donc, tous ces messages négatifs ont fait qu'à un moment donné, on arrête de se plaindre, on se met dans un coin et on se dit, faut vivre avec, pardon. Et donc, psychologiquement, ça a été assez compliqué. Oui, je me suis beaucoup isolée. J'évitais de raconter mes histoires, mes problèmes. Et bon, je n'avais personne à qui en parler. À part mon mari, bien sûr, qui lui voyait bien que c'était compliqué. Ouais, et merci pour ce partage, parce que c'est très, très intéressant ce que tu nous dis, parce que ça nous donne une perche magnifique pour aller vers ma question suivante pour toi, Céline, parce que j'ai quelques chiffres que j'ai retrouvés justement sur cette plateforme arthroseactive.be, donc qui est passionnante, qui est très intéressante, où on trouve des tas et des tas d'informations. Et j'ai vu des chiffres qui m'ont interpellée, moi. 81% des patients disent ne pas avoir le moral. C'est beaucoup quand même, 81% des patients. Le stress influence énormément et pourtant, il y a 5% à peine qui vont consulter enfin, les gens ne consultent pas en tous les cas des psychologues, psychologues cliniciens qui pourraient les aider dans ce que toi tu nous as exprimé de cette difficulté déjà de faire comprendre à son entourage, de comprendre soi-même et de continuer à vivre avec ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça? Mais moi, je trouve que, merci Jocelyne pour ce témoignage, mais c'est vrai que il fait écho avec plein de témoignages que j'ai reçus aussi dans cette idée d'une rupture entre je ne sais plus faire ma vie comme avant. Donc, il y a souvent des patients qui se plaignent de ça. L'idée que l'arthrose n'est pas toujours comprise par les autres. On se plaint un peu trop, ou on exagère un petit peu, et puis c'est un peu invisible, l'arthrose quelque part. C'est pas comme un bras cassé ou autre chose. Et donc, il y a cette idée aussi du diagnostic, parfois qu'on se dit, je suis un peu jeune, ou c'est normal, c'est banalisé, c'est normal, c'est dû à l'âge. Non, c'est pas spécialement normal non plus. Et d'ailleurs, on voit que aux radiographies, par exemple, les radios ne sont pas toujours corrélées avec la douleur ou la gravité de l'arthrose. Non. De toute façon. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que dans cette difficulté d'être soutenu parfois par l'entourage ou d'être incompris par l'entourage, les proches, mais aussi parfois par le corps médical, finalement. Oui. Et bon, c'est vrai que typiquement féminin, on a l'habitude souvent de ravaler un petit peu nos douleurs parce qu'on
on a plein de phases dans notre vie qui font qu'on a nos cycles, etc. Et donc, on a l'habitude de se taire souvent, mais c'est compliqué, non? Comment est-ce qu'on fait pour fonctionner au quotidien, alors? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? J'ai eu besoin vraiment de réfléchir énormément, de me dire, mais qu'est-ce que cette douleur? Qu'est-ce qu'elle me dit? Quel est le sens? Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc ça, c'était aussi très stressant, parce que malgré tout, quand on imagine qu'à un moment donné, il est possible peut-être qu'il faille mettre une prothèse au niveau d'un genou, on n'est pas très chaud. Hein. Non. On préférerait trouver une autre solution. Et ce qui était assez complexe aussi, c'était effectivement la relation aux autres. Ça a été très compliqué aussi, j'ai dû limiter mes sorties, le fait de rester debout trop longtemps, ou de risquer d'être bousculé, par exemple. Donc, devoir limiter les sorties du fait de... Donc, psychologiquement, c'était assez lourd. Et je me suis repliée sur moi-même en me disant, la force, je l'ai. Je sais que je peux y arriver. J'ai confiance en moi. Et petit à petit, je me suis dit, la douleur est mon amie. Je suis la douleur. Je l'ai acceptée. Je l'ai acceptée parce qu'elle est moi-même. C'est ça. C'est en fait ne pas arrêter de vivre, mais vivre un peu différemment et vivre autrement. C'est adapter les choses pour que ça devienne vivable. C'est ça. Vivable à un niveau acceptable pour moi. Oui. Beaucoup de patients disaient ça aussi, moi. Enfin, c'est dans cette idée on a dû changer un peu, de nous adapter à la situation. Et c'est vrai que beaucoup rapportent un impact négatif sur le moral. Oui. Et chez les femmes, il y a quand même souvent l'idée de l'arthrose qui déforme les mains. Des femmes qui ne savent plus porter de bijoux, ou l'arthrose qui touche aussi l'intimité quand on a des douleurs, justement, aussi au genou ou dans le corps. Dans les relations intimes, il y a quand même à peu près 30% qui disent aussi que l'arthrose impacte l'intimité. Et l'image de soi, on est autour de 64%, d'après des enquêtes Stop Arthrose notamment, où les personnes disent qu'elles ont une image d'elles-mêmes qui est diminuée à cause de la maladie. Oui. Donc c'est énorme. Pourquoi est-ce que cette douleur impacte tellement l'émotionnel ? Mais j'allais dire, moi, dans mon boulot de psy, il y a la douleur au départ qui va être un petit peu ou la blessure, l'arthrose, ou qui va déclencher la douleur au départ. Mais après, il y a toutes d'autres pièces dans le puzzle qui ne sont pas des déclencheurs en soi de la douleur, mais qui vont faire qu'on va la maintenir dans le temps et qu'on va y être un peu plus fragile. Et donc, le stress, l'anxiété, la dépression, les difficultés de la vie quotidienne vont être des facteurs un petit peu plus compliqués à gérer et qui entraîne une souffrance en réalité. C'est pour ça que c'est tellement important de d'oser en parler, et d'oser demander de l'aide. Et peu le font, pourtant. Et peu le font. Ouais. C'est vrai que il y a, donc, dans l'étude Stop Arthrose aussi, on voyait qu'un patient sur 5 disait qu'il y avait un impact très important de la maladie dans leur vie de tous les jours et sur leur bien-être, leur souffrance, mais moins de 5% consultent un psychologue. Ouais. Et c'est terrible, hein. On n'a pas vraiment demandé pourquoi, mais c'est vrai que moi, parfois, les personnes qui viennent me voir, elles me disent je comprends pas pourquoi je dois parler à un psychologue, parce que la douleur, elle est réelle, elle n'est pas dans ma tête. Mais le psychologue peut apporter justement un travail sur l'acceptation de la douleur aussi, sur le vivre avec et sur la gestion des émotions désagréables, inconfortables liées notamment à la maladie. Et alors, au stress, parfois évidemment aussi, parce que quand on vit avec une maladie chronique au quotidien, c'est difficile. Ça peut engendrer du stress, des peurs aussi. Et donc, on va travailler, en tout cas à mon niveau de psy, sur les croyances des patients. Il y a certaines croyances qui sont fausses, mais qui n'ont pas spécialement un impact sur le comportement des patients, mais il y a des croyances qui sont vraiment délétères. Dire que l'arthrose, c'est une maladie de vieux, qu'il n'y a rien à faire, que c'est une fatalité, ou qu'il faut une radio absolument pour un diagnostic, c'est faux, et ça n'aide pas. Donc, on travaille quand même beaucoup sur la façon de penser aussi. Oui. Et de là, c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai accepté de faire ce podcast pour cette plateforme arthroseactive.be, parce que d'abord, elle est gratuite et que moi-même, j'ai consulté ça et j'ai trouvé une mine d'or d'informations. J'ai appris plein de choses. Je me suis dit, mais enfin, ça, je ne savais pas, ça, je ne savais pas. Toi, Jocelyne, comment tu as fait pour te sortir de ce carcan émotionnel si compliqué ? Personnellement, j'ai toujours considéré cette douleur comme une boule de neige. Donc, au plus je la manipule, donc au plus j'en parle, eh bien, cette boule grossit. À un moment donné, j'ai plus la capacité de la pousser. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue à la pousser en sachant très bien qu'à un moment donné, je serai quand même dans une situation impossible à tenir.
Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs orthopédistes, puisque j'ai travaillé dans des hôpitaux notamment. Et j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a fait une proposition de soins. Bon, bien sûr, tout ce qui a été kiné, ostéopathe également, toutes ces manipulations ne font qu'aider. Mais il existe effectivement des solutions plus techniques. Donc, en général, on propose des infiltrations au niveau des genoux, que ce soit un anti-inflammatoire ou un acide hyaluronique. Voilà, ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres produits qui sont aussi très, très efficaces et qui permettent de retrouver... on entend la valse dans la tête, on se dit « Waouh, ça y est, je peux danser, je peux y aller, je me sens beaucoup mieux. » Parce qu'effectivement, quand la douleur n'est plus là, cette boule de neige fond, donc je n'ai plus à la pousser. Et quel bonheur de se retrouver libre, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une liberté qu'on a dû accepter de perdre pendant un certain temps. Ça, mais on peut la retrouver. C'est ça, et là, je te rejoins dans ce que moi j'ai appris, c'est surtout aussi cette peur de bouger, en fait. Ouais. Le mouvement, on bouge plus. Ouais. On pense que, on l'entend tout le temps, mais arrête de faire ça parce que tu vas encore aggraver les choses, arrête de monter les escaliers, parce qu'on lit encore cette peur, encore en plus du mouvement, alors que bouger, c'est le meilleur traitement contre l'arthrose. C'est le meilleur traitement, bouger. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas non plus assez de focus sur tout ce qui est traitement non pharmacologique, parce qu'il y en a quand même. Et effectivement, les sociétés savantes préconisent quand même le tai chi comme un des meilleurs remèdes pour traiter la douleur liée à l'arthrose. Donc le mouvement, c'est le bon traitement. Ouais. Perdre du poids si on est en surpoids, pour en tout cas éviter la sédentarité, changer son style de vie, adapter son alimentation, tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Maintenant, on va pas se mentir, il y a des sportifs, d'autres moins, mais devoir bouger au quotidien ou faire des exercices thérapeutiques au quotidien pour soulager son arthrose, il faut quand même être un peu motivé ou parfois être encadré effectivement par un kinésithérapeute qui pourrait expliquer les bons exercices, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires non plus, j'ai l'impression. Non, ça je pense que c'est une petite routine à instaurer, à se discipliner, à faire quelques mouvements très simples. En fait, on a toujours aussi peur et on voit, je dois bouger, donc je dois m'inscrire dans une salle de sport, je dois faire ceci, je dois, alors qu'on ne doit rien du tout. Mais instaurer des petites choses, comme tu l'as dit, changer son alimentation, manger de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive qui vient de mon pays, qui va faire en sorte que, c'est quand même meilleur que de manger de la margarine. Des petites choses comme ça, et faire des mouvements simples. Donc, parler de cette remise à niveau, de ces mouvements, faire des balades. On n'est pas obligé d'aller faire un marathon. Allier le plaisir avec l'activité. Exactement. Et là, je pense que c'est ce que tu peux aussi apporter dans tes rencontres avec ces patients. C'est justement leur montrer le bon côté des choses. D'ailleurs, c'est de travailler quand même sur cette peur de la douleur. Maintenant, c'est clair que quand on a mal, le fait de bouger pourrait provoquer encore des douleurs, mais un peu comme un sportif qui, après la trêve, pendant les périodes de fin d'année, reprend l'entraînement, il a un peu plus mal aussi, c'est normal, il y a des douleurs qui sont un peu plus acceptables que d'autres, mais c'est vrai que on travaille un peu l'idée de la présence de la douleur. L'idée, c'est de ne pas supprimer la douleur. C'est un système d'alarme du corps, donc on en a besoin aussi, mais c'est d'apprendre à la gérer, à la contrôler. Et donc, c'est vrai que, je pense que c'est normal que quand on a mal très fort, on a peur donc de rebouger. Mais finalement, ça fait pire que bien, parce que comme on sait que le mouvement va aider, le fait d'avoir peur et de ne plus bouger, de s'isoler, comme Jocelyne le disait, je ne sors plus me balader avec des amis parce que j'ai peur d'avoir mal aux genoux, ou je ne vais pas au cinéma parce que j'ai peur de rester assis trop longtemps. On se coupe du monde un peu et ça renforce finalement le vécu douloureux. Je me permets, je te coupe. Mais j'avais lu justement quelqu'un qui adorait aller au cinéma et qui maintenant avait trouvé la solution. Il partait avec son coussin parce que c'était beaucoup plus agréable pour lui dans son siège de cinéma. Il se mettait toujours sur la rangée à la dernière place pour pouvoir de temps en temps, sans déranger les autres, se lever et faire quelques mouvements. Mais il allait quand même au cinéma. Je trouvais ça génial. Nous, c'est moi, c'est ce que je travaille quand même pas mal avec les patients. Donc, je dis nous en tant que psy. Et j'ai aussi, moi, eu une fois un jeune qui, suite à un accident de moto, n'allait plus au cinéma, mais parce qu'il ne savait pas rester assis longtemps. Et au final, on avait trouvé l'idée de se mettre à la toute dernière rangée, sur le côté, et de se lever et de faire quelques pas, si nécessaire, discrètement, là au-dessus. Et il est retourné au cinéma. Et c'est chouette. Et j'ai vu un autre exemple d'un monsieur qui adorait le piano, qui n'avait jamais pris le temps dans sa vie de jouer du piano. Il avait des problèmes d'arthrose aux mains. Il a commencé le piano. Et quelque part, ça l'a soulagé, mais extraordinairement. Donc, il a allié son plaisir de la musique avec les exercices qu'il faisait et les gammes qu'il faisait tous les jours. Donc voilà, peut-être se donner et se motiver par des choses qui sont faciles
à atteindre pour que ça dure dans le temps. Que ça dure longtemps. Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour t'aider, justement? Donne-nous un peu tes trucs et astuces. Je sais, je connais mes limites. Donc, je ne vais pas me dire, aujourd'hui, je vais faire 5 kilomètres. Je sais qu'au bout de 2-3 kilomètres, ça va devenir un peu plus compliqué. Je pousse toujours un petit peu en avant, mais je ne vais pas trop loin. Donc, j'identifie exactement à quel moment je devrais faire demi-tour, parce que ça ne sert à rien de pousser trop et de risquer de me retrouver dans le fauteuil avec de la glace. Oui, c'est ça. Voilà, donc tu connais bien ton corps, tu l'as bien analysé. J'évite la surchauffe, dira-t-on. Et donc, tout ce qui est activité extérieure, on les choisit quand même en faisant un peu attention. Mais pour l'instant, je dois dire que j'ai la chance d'avoir moins mal. Et je me permets de revivre et de retrouver une énergie et de bouger beaucoup plus, effectivement. Mais c'est vrai que la douleur est limitante. Mais quand on la connaît et quand on l'accepte, parce que c'est ça aussi, accepter que ce soit comme ça. On n'a pas d'autre choix. On a déjà plus facile à retrouver un petit peu d'envie, parce qu'effectivement, quand on s'isole trop, on est dans une forme de, comment je vais dire, un délabrement de sa propre image, et donc on n'a plus confiance en soi. On n'a plus confiance, donc en soi, et on n'ose plus aller de l'avant comme auparavant, et on a peur d'imposer aussi aux autres des limites qu'ils n'ont pas besoin d'avoir. Mais donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait que si mes amis, par exemple, me disent on va faire une balade en forêt, mais j'essaye toujours à un moment donné de dire écoute, voilà, moi je voudrais bien faire demi-tour, mais vous pouvez continuer, puisque de toute façon c'est toujours la même boucle, et voilà, et donc ça se passe très bien comme ça. Donc c'est les choses que j'essaye de mettre en place. Je n'irai pas trop loin, mais j'irai suffisamment loin pour y trouver du plaisir et pas trop de douleur. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant aussi par rapport à cette métaphore avec la boule de neige. On la voit très bien, l'image de cette boule de neige qui grossit, comme quand on veut faire un bonhomme de neige. Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte qu'en nourrissant quelque part cette douleur, ça a impacté aussi ta vie de femme, même dans ta féminité? Est-ce que tu disais que tu te mettais à l'écart, est-ce que même par rapport uniquement à toi, tu avais encore du plaisir à t'habiller, à te faire belle, à prendre soin de toi? Ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Ah oui, d'office. Effectivement, quand on a moins de contact, on rencontre moins les gens, on se dit mais à quoi ça sert finalement? Et puis, de toute façon, comme je dis, l'image personnelle n'est plus la même. Un coup, Et donc, on en prend quand même un sacré coup, effectivement. Et on ne trouve plus le plaisir. Rien n'est beau, ça ne suffit pas, les couleurs sont pas... Voilà, il y a toujours une raison pour ne pas changer. Donc de là, de nouveau, je me retourne vers toi. Comment est-ce qu'on travaille avec une patiente comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend un peu. Donc moi, évidemment, j'écoute l'histoire aussi de la patiente, et on essaye d'abord de mettre des objectifs réaliste et de voir un peu ce qu'elle souhaite. Alors souvent, forcément, c'est supprimer la douleur, mais ça déjà, il y a un premier travail à faire. Rappeler que la douleur, on ne va pas la supprimer, mais qu'on peut la diminuer. Je peux te couper juste un instant, parce que par rapport à ce que tu dis, j'ai un chiffre assez intéressant aussi. Quand on interroge des patients, c'est 94% de ces patients veulent moins de douleur. C'est leur priorité. La douleur, c'est le symptôme principal de l'arthrose. 94%. Et donc, 72% veulent plus de mobilité. Donc, ils ont quand même envie, comme tu l'as dit très très bien, de retrouver une vie active. Et 76% voudraient plus d'informations. Ouais. Ça aussi, des enquêtes qui montraient. Intéressant, la mobilité, il y a aussi l'idée justement de se dire, tiens, je ne sais plus monter dans le bus, je ne sais plus conduire comme je voudrais. Donc le périmètre d'action diminue aussi. Et il y a quand même, environ 70% qui disent que l'arthrose a un impact quand même très fort sur leur mobilité, la marche, mais pas que. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est assez handicapant, et on devient dépendant parfois des autres, que ce soit même pour jardiner ou pour faire des courses ou pour monter les escaliers. Et voilà, l'aide devient de plus en plus accrue, et donc c'est pas facile, cette position de dépendance aussi par rapport aux autres. Et donc c'est vrai que moi, j'essaye d'envisager avec eux quels sont les objectifs, ce qu'ils veulent retrouver. Alors parfois, on va pas diminuer la douleur, mais on va ressortir, retourner au cinéma, recommencer à jardiner. Alors peut-être plus tout à fait comme avant, en saucissonnant un petit peu les activités, ou en travaillant dans des bacs plutôt que au sol, par exemple, en faisant plus des balades d'1 heure, mais des balades 15-20
15-20 minutes. Mais l'idée, c'est de mettre du plaisir quand même, de retrouver du plaisir dans l'activité pour que ça dure dans le long terme. Parce que c'est l'enjeu aussi. Il faut bouger, mais le faire un peu régulièrement. Et donc, on travaille souvent, voilà, quel est l'objectif que vous voulez. Certains patients, c'est plutôt, je veux repasser des nuits correctes. Parce que l'arthrose impacte aussi beaucoup le sommeil des patients. C'est trouve une position inconfortable. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. On dort mal, on n'est pas bien. Donc, on est plus sensible à la douleur. Sensible, plus ronchon. Et donc, c'est vrai qu'on est vite dans un cercle vicieux. Et donc, on essaie de voir par quels moyens on peut essayer d'aller casser un peu le cercle vicieux, quoi. Tu te reconnais là-dedans, dans tout ce que dit... oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça a été un parcours pour trouver des solutions au quotidien. Bien sûr, on a des ressources, on est capable de trouver des solutions par soi-même, mais un regard extérieur est quand même important. Donc, effectivement, bien sûr, j'ai été suivie par un rhumatologue et par un orthopédiste. Et puis, le fait de rencontrer des kinés, et puis petit à petit, on se rend compte qu'il existe d'autres techniques. Par exemple, moi, pour le moment, je suis suivie par une kiné qui travaille en fasciathérapie, et ça me convient très bien. Et je suis très satisfaite. Je fais 1 heure de séance par semaine, et je dois dire que derrière ça, je retrouve une aisance. Mais la douleur ne disparaît pas à 100%, elle reste là. Mais elle est acceptable, parce que je sais que même si c'est un peu plus important, ma séance de kiné arrivera et va m'aider à passer le cap. Et ça, c'est très important. Ce qui m'a manqué, effectivement, c'est une psychologue spécialisée dans la douleur. Alors, quand on est suivi dans les centres d'algologie de manière hospitalière, effectivement, il est nécessaire de rencontrer des psychologues, mais ils n'en ont plus. Ils n'en ont pas. Les psychologues sont overbookés, dira-t-on. Et étant donné qu'on sort du cadre de l'algologie, les séances de psychologue, il y a le coût aussi, qui est quand même important, même s'il y a une aide des mutuelles, ça évidemment, mais ça freine aussi peut-être certains patients, certaines personnes à ne pas passer le cap parce que ça grève le budget malgré tout mensuel. De nouveau, c'est pour ça que moi, ça m'a interpellée cette plateforme, je trouve, Arthrose Active, parce que c'est quand même une solution, on va dire facile, pour les personnes qui ont justement ces problématiques d'en parler à quelqu'un d'autre. Il y a tellement de cas de figure différents, on voit qu'il y a tellement de différences dans... chaque cas est unique. Il y a tous ces témoignages qui sont super intéressants. Puis il y a les solutions aussi qu'on donne. Et donc on parle solution, on parle positif. Et je crois que c'est peut-être le message qu'on voudrait transmettre aujourd'hui toutes les trois ensemble, c'est que c'est pas une fatalité. La douleur, c'est vrai, il faut vivre avec, parce qu'elle est là. On va faire tout ce qu'il faut pour essayer de la diminuer au maximum, mais elle va peut-être pas disparaître. Mais comment continuer à bien vivre sa vie? C'est ça le message, non? Et là, on va trouver quand même des réponses. Mais déjà, je trouve que sur des plateformes comme le site de la Fondation Arthrose ou Arthrose Active ici, il y a déjà une information. Une bonne information. Et ça, c'est important pour les patients, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, c'est pas l'info où j'ai entendu dire que par un médecin, mon kiné m'a dit autre chose. Il y a beaucoup de fausses informations. C'est pas toujours facile, donc une bonne information, c'est important. Une reconnaissance de la maladie, parce que souvent le diagnostic vient tardivement et donc peut ralentir la prise en charge aussi. Or, il y a des choses à faire, comme le fait de bouger, de cuisiner peut-être autrement. Et donc, ce genre de plateforme qui donne pas mal d'infos, je pense que c'est donner un peu d'autonomie aussi aux patients, parce qu'ils doivent apprendre à s'autogérer sans un professionnel de santé aussi. C'est vraiment chouette. C'est se responsabiliser, en fait. Ce n'est pas subir. Oui, c'est vrai. Voilà. Agir plutôt que subir. On va agir plutôt que subir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter si tu devais donner un petit conseil aux personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ton cas? Tu leur dirais quoi? Eh bien, de ne pas rester seul, parce qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres pour exister. Douleur ou pas douleur, il faut aller de l'avant. Et je dois dire que garder le moral, c'est quand même la chose la plus importante, parce que quand on est déprimé, il n'y a plus rien ne va. Plus rien ne va. Donc, il faut garder l'énergie suffisante que pour aller de l'avant et de chercher des ressources, trouver des personnes qui peuvent effectivement au niveau professionnel trouver des solutions.
Même parfois, dans certains jobs, il y a des représentants ou des personnes qui peuvent aider au niveau de la prise en charge ou le médecin, par exemple le médecin du travail. Moi, j'ai sollicité la médecine du travail parce qu'à un moment donné, j'avais plus cette capacité de courir. Je suis infirmière, donc parfois il faut courir avec le sac d'urgence qui pèse quand même 18-20 kilos dans les escaliers. Donc c'est mort. Je ne savais plus courir et alors faire une réanimation. Je l'aurais fait, mais je n'étais pas sûre de le faire pleinement et en tout cas d'en payer le prix aussi après. Sans parler du patient, je parle le prix physique le prix pour toi. personnel du fait de me mettre dans des situations que je savais de toute façon je ne pourrais pas tenir sur le long terme. Donc il y a des solutions qui sont parfois moins compliquées que ce qu'on croit. Et il faut oser, il faut juste oser. C'est ça, oser, en parler. Ne pas se sentir mal par rapport à dire oui, c'est comme ça, il y a rien à faire. C'est vraiment ça. Moi, je suis d'accord. Enfin, voilà, le fait de pouvoir en parler, le médecin traitant, évidemment, dans l'entourage aussi, mais il y a plein d'approches complémentaires. En réalité, il y a le mouvement. Certains, ce sera, un psychologue. On a un peu plus parfois, justement, des personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, qui ont aussi de l'arthrose. Et donc, c'est vrai que là, la priorité, c'est souvent plutôt la dépression que le reste. Oui. Parce qu'il faut de l'énergie, parce qu'il faut se mobiliser. Et donc, là, c'est vrai que l'apport de la psychologie est encore un peu plus important, mais des solutions existent. Et donc, c'est vrai qu'il faut être acteur de sa santé et puis on peut aussi parler prévention, peut-être, non? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place de manière préventive? On l'a déjà dit, le sport, de toute façon, je crois que pas à l'activité physique outrance non plus, parce que les sportifs de haut niveau souffrent parce qu'ils font du sport à outrance. Mais le sport, il doit être effectué effectivement dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Des bonnes chaussures, un sol... un très bon échauffement. Un bon échauffement, effectivement. Des étirements pour éviter les crampes après. Oui. Alors parfois, certains peuvent prendre aussi peut-être un antidouleur avant de faire une activité physique pour s'aider aussi, mais c'est vraiment le mouvement qui sera important. Après, il y a peut-être au niveau ergonomique aussi une façon de porter les sacs à dos qui sont beaucoup trop lourds, ou des choses comme ça qui pourraient jouer. Je crois qu'on peut sensibiliser dès le plus jeune âge aussi à ces questions-là, dans les écoles, etc. Moi, j'ai déjà entendu plein de mots qui me parlent et me font du bien déjà. Écouter, en parler, sensibiliser, continuer à y croire. C'est persévérer et combattre cette soi-disant fatalité surtout. Et puis moi je dis toujours qu'une douleur, même si elle est là depuis plus de 20 ans, c'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire, quoi. Donc il faut pouvoir oser chercher d'autres solutions aussi qui sont complémentaires, quoi. Alors, quand on termine ce podcast, il y a toujours un petit exercice que je fais faire à mes invités. Si tu me permets, Céline, je vais le faire avec Jocelyne. Sans problème. Je te donne un miroir imaginaire, et je vais te demander de bien vouloir te regarder dans ce miroir. Quelle femme tu vois aujourd'hui? Et quelle femme tu as envie de porter vers le futur quand tu te regardes dans ce miroir? Et quand je regarde la femme que je suis aujourd'hui, je vois le parcours, les chemins que j'ai pris, les détours aussi à certains moments. Et je me dis que toutes ces années, on en garde surtout le bonheur. Parce que c'est ça le plus important. Les échecs, oui, tout le monde a raté quelque chose. Je pense que ça ne doit pas stigmatiser la personne. Et trouver du bonheur à être soi-même. Et qu'importe une douleur d'arthrose à gauche, à droite, au milieu, que ce soit le genou, l'épaule, la main, de toute façon, comme vous l'avez tous les deux si bien dit, la douleur ne partira pas forcément parce qu'on ne guérit pas de l'arthrose. On peut être accompagné, on peut être soutenu, mais guérir, on n'en guérit pas. Donc, gardez en vue que la personne que je voudrais être, je voudrais rester active. Je veux rester une personne disponible pour mon entourage, disponible pour mes amis et disponible pour moi-même aussi. Parce qu'effectivement, il faut ouvrir très large l'éventail parce qu'il y a encore tellement de choses à faire, à découvrir. Et ne pas s'oublier. Et ne pas s'oublier, voilà, effectivement. Ce qu'on a fait souvent en tant que femme, chacun son histoire, mais je dois avouer que quand même en tant que femme, je pense que pendant une bonne partie de ma vie, je l'ai plutôt consacrée aux autres. D'abord mes enfants, mon mari, bien sûr, et puis mon travail qui m'a toujours pris à cœur. Donc maintenant,
C'est fini tout ça. J'ai décidé que non. C'est fini. Je m'occupe de moi. C'est une moi. bonne décision. Moi aussi. C'est moi. Je me On est regarde dans le d'accord, miroir non? et je suis très moi, fière je de trouve moi. que moi, j'ai tendance à un peu m'oublier au profit des autres aussi, mais c'est vrai que de se remettre parfois au centre et se dire qu'on est quelqu'un qui compte, qu'on est important et qu'on doit aussi prendre soin de nous avant de prendre soin des autres, c'est essentiel, clairement. Ouais. Merci, parce que franchement, c'est un message, un des plus beaux messages. Ouais. Prendre soin de toi. Mhm. Aujourd'hui, de continuer envers et contre tout. Merci à toutes les deux d'avoir partagé ce moment avec moi et puis avec toutes celles qui nous ont écoutés. Et pour terminer, mais écoutez bien ce petit message-là, c'est prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous faire du bien, parce qu'on est la seule et unique personne avec qui on va vivre toute sa vie, 24 heures sur 24. C'est important. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. The first day I saw you since long ago, I still remember it was so cold, and you were warm and I with some green tea. You asked me, can you lend me sugar? You grabbed the shaking bowl and shook her, and you put all the sugar right on me. And what a crash, felt the sudden sugar rush.